Bienvenue dans l'épisode 10 d'Intégral Foot et pour la première fois, ils sont tous réunis, tous les consultants. Sacha, bonsoir. Salut à tous. Xavier Coulant, bonsoir Xavier. Bonsoir. L'œil du château. Bonsoir Béchir. Bonsoir à tous. Et Terry. Wesh. Non, je rigole. Bonsoir, Salut à Terry. tous. Donc Wesh. bienvenue à vous. Débat pour bien finir l'année en tout cas. C'est l'épisode 10, on se dit, voilà, après 2 mois d'émission quasiment, on veut bien le finir avec un épisode en équipe, quoi, en famille. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, mon intro fait un beat, donc j'arrête là. Je vais lancer le premier débat. Donc, très rapidement, on va commencer. Quel est, selon vous, le plus gros flop cette saison, plutôt cette année 2017, du côté du PSG? Je commence par toi, Xavier. Enfin, tu peux commencer par tout, parce que la personne qui va nous dire que c'est pas le match retour Barça-PSG, je vois pas ce que tu peux. Et puis la perte du titre de champion, mais et encore c'est excusable parce que Monaco a fait un parcours magnifique. Mais voilà, quand tu gagnes 4-0 à l'aller et que ça n'a jamais été fait de se faire remonter, que tu te fais remonter au retour 6-1 et puis qu'en plus il y a encore 3-1 je crois à la 7 minutes de la 87. fin. Voilà, donc qu'est-ce que voilà, Barça PSG, ça restera à jamais le match, le pire match du PSG, en plus qui a quand même une histoire grande dans le mauvais comme dans le négatif des fois. Et ce match-là, bah voilà, c'est une grosse tache noire que tu peux pas effacer. Sacha? Eh ben, bah ouais, moi je partage plus grosse déception ouais, cette année, effectivement, c'est ce match contre le Barça et les performances de Kurzawa. Mais bon, on va parler du match contre le Barça, sinon encore dire il s'acharne. Moi, juste pour donner. On va y venir. On va y venir, oui, mais bien sûr. Mais moi, juste pour donner une image, ce match m'a tellement choqué que le lendemain, j'ai écrit et composé une chanson sur cette déroute incroyable. C'est dire à quel point c'était. C'est pas juste une défaite parce que perdre un C'est match mieux sur qu'un l'année. suicide, en Marc, tu me diras. T'écris C'est une mieux chanson, qu'un c'est mieux. Ouais. mieux qu'un suicide. Mais je pense que tout le monde quant à ce dernier but à la toute dernière minute de Sergio Roberto, je pense que à ce moment-là, tout le monde à un moment s'est dit finalement le suicide, c'est peut-être. On a tous eu envie de mourir à ce moment-là en fait. Et ouais, je pense qu'il y a eu France-Allemagne à Séville en je ne sais plus quelle année parce que je suis un petit peu jeune, ça me fait plaisir de le dire. En 82. Et en 82. Eh ben, je Donc, pense je suis que pas jeune. voilà. et donc effectivement le Barça PSG, ben, ce sera une cicatrice. Ah, dans l'histoire, il y a eu quand même, et j'y étais, pour le coup, là, il y a le Juve PSG, le 6-1 en Supercoupe d'Europe, qui était pas mal non plus. En début janvier, c'était pas mal non plus. Au niveau humiliation, Ouais. c'était sympathique. mais Lloyd? Ouais. ouais, mais voilà, Vite fait, moi vite c'était fait. ça. Moi ça m'a traumatisé à vie. Voilà. Lloyd? Bah, la remontada, mais on peut mettre aussi l'intégralité du parcours en Ligue des Champions. La poule, on finit deuxième derrière Arsenal. La remontada, après, ça clôture la saison de Ligue des Champions, mais on a fait un parcours en Ligue des Champions très mauvais. Bah, même si tu peux pas enlever non plus le match aller, quand même, le match Le match aller, aller c'est un est gros un des match, matchs voilà. les plus exceptionnels du Ouais. PSG en Ligue des Champions, à mon sens. Mais match aller, c'est vrai que ce que dit Lloyd, c'est pas faux, c'est que le parcours, quand il me semble que c'est le match nul quand Ludo Goretz là qui t'empêche de prendre la première place face à Arsenal, c'est clair que bah déjà là c'est calamiteux. Après le Barça PSG, bon, le match aller tu le retiens, mais malheureusement tu le retiens pas parce que vu ce qui s'est passé au retour, le match c'est quasi néant, tout le monde l'a oublié. Terry? Alors moi, les flops PSG, je citerai la remontada pour ne pas changer. Ça regroupe aussi toute la campagne Ligue 1, Ligue Europa, pardon, pas Ligue Europa, Ligue des Champions aussi, et le fait du mercato raté quoi, que nous a orchestré notre cher Olivier. On regrette assurément au PSG, absolument au PSG. Donc pour moi, ce sont les flops de cette année 2017. Et en termes de joueurs, je t'avais dit, Sacha, j'allais y venir. Qui a été la plus grosse déception en fait, qui a été le plus nul de cette équipe? Ah, Et je vais commencer par toi, d'ailleurs. c'est difficile. Moi, j'hésite entre Kurzawa et puis la première partie de saison d'Areola et de Trapp, en fait les deux. Mais non, je vais quand même prendre Kurzawa pour toutes les raisons
qu'on a évoqué depuis le début de cette saison. Mais néanmoins, c'est pas le seul. Bizarrement, j'en ai un autre qui me vient à l'esprit, c'est Ben Arfa. Pas pour ses performances sportives, mais par son comportement en dehors du terrain. Donc voilà, mon trio magique, ce sera... mon quatuor magique, du coup, ce sera Trapp, Areola, Kurzawa et Ben Arfa. Pour diverses raisons. Non, mais Berchiche... Adressé. Non. On les a pas vus. On les a pas vraiment vus, tandis que Ben Arfa, il n'a pas joué, mais on l'a beaucoup plus vu que d'autres joueurs pour des raisons... Mais pour répondre à Sacha, là, parce que je suis d'accord sans être d'accord, parce que Kurzawa, je suis d'accord, je l'aime pas énormément, je suis pas super fan du joueur, mais on peut pas dire complètement flop par rapport à d'autres. Donc je veux pas dire que c'est un super joueur, que je suis fan, bien au contraire. Mais c'est sûr que comme tu disais Terry, là, quand tu te chopes des Krikoviak qui sont venus, tu sais même pas qu'ils ont joué à Paris, Ressé, Ben Arfa, le flop monumental. Après, ils vont me dire que c'est la faute du coach, mais bon, ça c'est un autre débat. Je suis pas sûr que ce soit que la faute du coach. Et puis voilà, après peut-être vient, ouais, comme tu dis, la déception Kurzawa, Areola la saison dernière où il y avait un tir, un but quasiment. Et honnêtement, Krikoviak, Ressé et puis et Ben Arfa, c'est vraiment, on les a jamais vus, comme si c'était pas des joueurs du club. Et c'est là-dessus que tu te dis que quand tu rates des joueurs comme ça, je comprends même pas que tu aies pu faire des recrutements pareils. Lloyd. On peut aussi mettre Di Maria sa première partie de saison. On peut mettre Verratti mais sur aussi. l'année 2017, Di Maria, il est... Sur toute l'année. On peut mettre Verratti sur la saison dernière, parce que là, il revient, mais ça fait pas longtemps qu'il revient. Sinon, on l'a pas vu faire une grosse saison l'an dernier, alors qu'on avait beaucoup d'attentes sur lui. Après, les gardiens et Kurzawa, ça a été plus flagrant, parce que on avait le contre-exemple avec Meunier, qui performait de l'autre côté alors qu'on ne l'attendait pas spécialement. Kurzawa, il a fait une saison cata, il reprend sur la nouvelle saison catastrophique aussi. On l'annonce sur le départ maintenant parce que il commence à énerver, parce que de toute façon on ne peut pas faire ses prestations et rester dans un grand club comme le PSG. Après, les gardiens, on n'a pas réussi à régler le problème. On a encore la concurrence aujourd'hui où on n'est pas loin d'un tir, un but. À Munich, c'est un tir, un but. Sur les 3 derniers matchs de la saison, c'est un tir, un but, que ce soit Trapp ou Areola. Ouais, même si on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Louis Tour, et moi je suis d'accord là-dessus sur les gardiens, mais par contre on peut pas non plus faire abstraction que Areola l'année dernière c'était un tir un but et qu'en début de saison c'était redevenu un peu mieux. Après que vous soyez pas super rassuré par lui, par exemple avant d'aller au match au Real Madrid, je suis d'accord comme toute la défense. Mais il s'est quand même remis dans le bon sens en début de saison, même si le match au Bayern n'a pas été parfait, je suis d'accord avec vous. Là, Xavier a raison. Moi, je parlais de sa première partie de saison, mais c'est vrai qu'il y a un léger mieux sur les 6 derniers mois, donc sur la première partie de cette saison, ou la dernière partie de 2017, c'est comme on veut. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Après, il a toujours des gros trous d'air, et ça, c'est quelque chose de récurrent chez lui. Déjà, l'année dernière, il a eu presque que des trous d'air, et à Villarreal, sur son prêt, il fait 6 premiers mois où il est très bon, et 6 autres mois où c'est vraiment très, 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 très compliqué. Donc, voilà, toujours un problème de régularité, parce que les qualités, il les a. Moi, je les ai vues en début de saison, ces qualités, bon sur la ligne, bon sur sa ligne, même dans les sorties, mais effectivement, ça manque. Le mot que Xavier a employé, c'est rassurant, et c'est vrai que c'est ça. Pour moi, ce gardien me rassure pas, alors que je suis persuadé qu'il a des qualités, mais manque de régularité. Au niveau, ça pardonne pas. Pour moi, les flops côté joueur, ce serait plutôt que dans l'ordre. Ressé, Krikoviak, Kurzawa, Ben Arfa, bref, la team Létang, c'était pas non plus exceptionnel. Létang et Kluivert. Oui, je rajouterais aussi, même si Kluivert il a un peu plus de bénéfices parce que c'est lui qui nous a ramené quand même Draxler,
Je rajouterais dans les flops Serge Aurier. N'oublions pas qu'aussi il a joué sous nos couleurs jusqu'à cet été. La team arrière gauche, tu veux dire. La team latérale Chicha. Ouais. Arrière Chicha, comme on dit. Donc, c'est quelque chose qui m'a déplu. Et Areola symbolise et cristallise cette faiblesse du joueur français point de vue mental et dans la régularité des performances. Et je trouve que il manque de consistance pour que ça soit un super grand gardien que le PSG attend de pied ferme, quoi, et qui peut nous faire sauver des matchs. La révélation de l'année. Lloyd, je commence par toi cette fois. Pour toi, qui a été le joueur qu'on n'attendait pas et puis s'est révélé être un bon... Je pense qu'on peut tous dire Cavani. Non, une révélation au niveau des jeunes, je parle. Ouais, non, mais Cavani s'est révélé aussi. Hein. Révélation, c'est pas forcément jeune. Cavani porte l'équipe. Personne n'attendait que Cavani mette autant de buts. Là, par contre, je vais te répondre, Lloyd. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'on peut être content depuis que Zlatan est parti, qu'il s'affirme enfin, parce que même moi, qui étais un pro Cavani, je me disais à un moment, il a perdu la confiance, il va falloir qu'il s'en aille pour trouver la confiance ailleurs. Mais s'il y a des gens qui ont douté des qualités de cet attaquant, notamment certains journalistes ou consultants, si vous voyez ce que je veux dire, il ferait bien de se regarder dans une glace, parce que avant de critiquer des joueurs, il faut peut-être attendre de voir qu'ils soient dans des bonnes conditions et comment ils se comportent. Et Cavani, c'était évident que c'était un grand attaquant qui perdait confiance à un moment, même s'il marquait des buts. Et là, je suis d'accord avec toi, Lloyd, comme Sacha a dit, c'est que par contre là, c'est quasiment un but par match. Donc là, il est vraiment au top de sa forme. Mais à un moment, il y a trop de gens qui l'ont un peu chambré ou critiqué, même en tant que journaliste, et qui ne doivent pas être très fiers quand ils se regardent dans une glace maintenant sur ce qui a été sorti sur Cavani, sur son niveau de jeu, qu'il ne battrait jamais, par exemple, le record de Zlatan, etc., et qui va être battu dans pas très longtemps, visiblement. Puis Cavani, c'est vrai que c'est un joueur qui marche vachement mieux quand l'entraîneur le met dans l'axe et pas sur le côté. Voilà. Et rien que sur sa mentalité, pas Lolo. Je pense que ce mec-là, rien qu'au niveau de la mentalité, c'est exceptionnel. Au niveau des buts, il y en a beaucoup qui ont adoré Paoletta à l'époque, moi le premier, et Cavani, tu as envie de l'aimer. Voilà. Parce que c'est au niveau de la personnalité, au niveau des buts qu'il marque, au niveau de l'investissement qu'il a sur un terrain. Rien que ça, même quand il ratait des buts, au niveau de l'investissement, il revenait défendre plus que certains milieux de terrain, peut-être des fois. Tu avais envie d'aimer ce style de joueur-là. Oui, ta révélation de l'année. Et moi, ma révélation, ça serait plutôt Presnel Kimpembe, quand même, parce que qui aurait dit qu'un gamin de 20 ans à l'époque jouait son premier match de Ligue des Champions contre le Barça et puis maîtrisait Lionel Messi et Luis Suarez, qui l'aurait cru. Dans mon top 2, après révélation Cavani, je suis pas d'accord, parce que quand on connaît comment joue Cavani à Naples, comment était le redoutable buteur qu'il était, c'est pas tellement une surprise tant que ça qu'il réussisse au PSG. C'est le style de jeu qui lui convenait peut-être pas. Mais je comprends ce qu'il veut dire, Lloyd, dans la confirmation. Il veut pas dire que c'est une révélation, plus une confirmation, je pense. C'est plus ça qu'il veut dire, qu'il s'est enfin affirmé, que plus personne n'ose le critiquer maintenant. Je pense que c'est plus ça qu'il voulait dire, Lloyd. D'accord, j'avais pas compris dans ce sens-là. Moi, j'avais compris révélation comme quelque chose qui venait de sortir, entre guillemets. Non, ouais. Et révélation, je peux rajouter Lo Celso quand même pour cette fin d'année 2017. Qui aurait cru que ce gamin sorti de la Pampa d'Argentine, de Rosario, pouvait illuminer le parc par des gestes de classe, même si en Argentine, on connaissait déjà sa réputation de futur Riquelme, mais que on voit que Unai Emery le façonne dans un poste de 6-8 façon hybride, et qui donne autant de facilité technique, il apporte grand bien au PSG. Sacha, ta révélation de l'année? Pour rebondir, moi j'aime. Une révélation, c'est difficile à dire, parce que si on parle au niveau des jeunes, c'était pas loin d'être. J'ai pas envie de dire un fiasco, parce que quand on lève, t'as quand même Rabiot et Kimpembe, mais moi c'est vrai que j'étais assez d'accord avec Lloyd sur Cavani. Moi je l'attendais vraiment, j'étais
impressionné de voir Cavani à ce niveau, c'est-à-dire que le mec est actuellement quasiment à un tir, un but, et c'est exceptionnel. Puis c'est vrai que le Chelsea aussi, pour rebondir sur ce que disait Terry, il m'a beaucoup plu. Maintenant, évidemment, il faut qu'il confirme, parce qu'on voit qu'au niveau football, il a vraiment des vraies qualités, une vraie vision du jeu, et qu'il respire le football. Mais il faut peut-être qu'il prenne un peu de masse, et puis parce qu'il est un petit peu fin pour l'instant. Ça veut pas dire qu'il peut pas réussir, mais il va falloir maintenant qu'il réussisse à prendre une autre envergure dans ce PSG. Mais c'est vrai que c'est un joueur, tous ceux qui l'ont vu jouer, on a très vite vu que ce mec avait une qualité technique qui était vraiment très très intéressante. Mais voilà, encore une fois, faut qu'il confirme. Mais ouais, il y a quand même des satisfactions cette saison avec Lo Celso, avec Cavani, c'est plus une confirmation qu'une révélation. Avec Kimpembe, Thierry l'a dit très justement, et presque même, j'ai envie de dire, je dis presque parce qu'avec ce mec, t'es jamais sûr de rien. Presque aussi, Rabiot m'inspire un peu plus de confiance que lors des dernières saisons où là on sent qu'il est vraiment il semble concerné et peut-être qu'Emery a enfin réussi à le persuader de jouer en numéro 6, et pour ça c'est une vraie performance, et voilà, toutes ces promesses en fait ne tiennent qu'à être tenues en 2018 dans cette deuxième partie de saison, parce que c'est là que les matchs vont véritablement compter pour le PSG. On peut aussi ajouter Meunier, qui a fait quand même une saison que personne n'attendait à un tel niveau aussi rapidement dans le PSG. Oui, on peut rajouter Meunier, effectivement. Xavier ? Pour se retrouver à plus jouer un match quasiment depuis qu'il y a Dani Alves. Mais bon, ça c'est un autre débat. Comment dire ? Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, là, avec tout ce qui a été dit. Mais Lo Celso et Kimpembe, ouais, moi c'est ce que je retiens. Moi, je vais plutôt retenir parce que tu disais en révélation, là, on peut sortir eux. Et justement, Lo Celso, pour rebondir sur une situation qui se passe au PSG où tu vois Di Maria qui veut se barrer, Pastore qui veut se barrer. Justement, Lo Celso, il joue pas tellement. Bon, il est plus jeune peut-être, mais il a tout fait pour gagner du temps de jeu et avoir envie, donner envie à l'entraîneur de jouer un peu plus. Quand je vois Di Maria ou Pastore qui veulent se barrer, ouais, à un moment, il faut peut-être aussi essayer de convaincre l'entraîneur du contraire. Donc l'entraîneur est peut-être en cause de ne pas avoir su garder les joueurs en condition qu'ils aient envie de rester pour gagner leur place. Mais moi j'estime que quand tu es dans un grand club et un grand joueur, tu essaies de gagner ta place avant de t'en aller au mercato d'hiver, ce qui sera un échec. Si par exemple il ne joue pas d'ici la fin de saison, d'accord, là, tu dis l'entraîneur ne m'a pas donné ma chance de la saison. Mais moi je serai eux, je ferai tout pour gagner ma place, un peu comme a fait Lo Celso, même si c'est plus facile, je suis d'accord avec vous, de faire ça quand tu es un jeune joueur qui cherche plutôt à se faire connaître et à gagner du temps de jeu, que quand tu es un Di Maria ou un Pastore qui sont un peu plus confirmés. Puis surtout quand tu acceptes de jouer à ce poste de milieu de terrain, c'est aussi beaucoup plus facile, parce que Pastore est pas capable de jouer au milieu de terrain comme le fait Lo Celso, et puis Di Maria veut même pas jouer là, donc il y a aussi une intelligence de jeu qui est là chez Lo Celso que je vois pas. Ouais, mais peut-être que tu es prêt à accepter certains sacrifices entre guillemets quand tu es plus jeune que quand tu es des jeux. C'est ce que je veux dire, que quand tu es un Pastore ou un Di Maria qui sont un peu plus confirmés. Donc, quand tu es jeune, tu es prêt à jouer peut-être à un poste qui te convient moins pour gagner du temps de jeu et voire être titulaire. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Xavier, concernant Pastore. En voyant ce qui se passe là sur les réseaux sociaux via les supporters parisiens qui crient qu'ils veulent que Pastore reste et qu'ils veulent pas qu'il parte, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on en fait trop de Pastore ? Est-ce que c'est pas le moment qu'il parte Ah non, moi je vais dire clairement. Moi Pastore, j'ai rien du tout contre lui. J'aime beaucoup ce joueur. Malheureusement, il a été beaucoup blessé. Au niveau du temps de jeu, il faudra regarder. Il y a eu un excellent débat l'autre fois dans le Moscato Show, justement, où ils en parlaient avec Eric Dimeco. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que malheureusement,
Donc malheureusement, je suis d'accord avec Dimeco à Marseille. Vous allez me dire, ouais, non, mais c'est souvent le cas en tant que consultant, même si comme joueur, c'était pas celui que je préférais. D'ailleurs, quand j'ai fait une émission avec lui, je l'avais reçu dans Liberté pour les auditeurs et je lui avais dit justement, il en avait rigolé. Pastore, le souci, c'est qu'il est souvent blessé. Il a rarement fait des saisons complètes. Alors, il y a des gens qui sont super fans de lui, presque, ils seraient prêts, même dans les journalistes et les consultants, qui sont prêts, qui sont en dépression depuis qu'ils savent qu'il va peut-être partir du PSG. Il faut peut-être aussi comprendre que lui, il veut peut-être partir, que lui non plus n'a pas tout fait pour être dispo tout le temps. Il a souvent été blessé, rarement fait des saisons complètes. Donc, à un moment, ouais, comme tu dis, parce que c'était ça ta question, c'est est-ce qu'on veut le garder au PSG? Est-ce que c'est le moment de le laisser partir? Déjà, il faudrait qu'il y ait des offres. Il faut voir s'il y a des offres. Après, l'idéal, ce serait qu'il reste et qu'il s'il se blesse plus, qu'il gagne du temps de jeu et puis qu'il arrive dans l'équipe et qu'il soit au top de sa forme, ça peut être que bénéfique. Mais à savoir, est-ce qu'il en a encore envie? Est-ce que physiquement, il va en être capable? Il est quand même là depuis 2011, il me semble, Pastore. C'est dommage parce qu'on a le sentiment que c'est un gâchis constant, quoi. Parce que c'est un joueur qui est très bon, mais malheureusement, par ses blessures, on reste frustré. Parce que je pense que tout le monde aime Pastore. Tu peux pas détester ce joueur. C'est juste ses problèmes physiques qui posent souci. Nous, ce qu'on sait, c'est que cette saison, pour le mercato hivernal, Unai Emery veut conserver Pastore ou Di Maria, mais sans doute qu'il pourra en conserver qu'un seul, ne serait-ce que pour la profondeur de banc. Mais effectivement, Pastore, il y a. Dans ce cas-là, il y a un souci avec Pastore cette saison. Si c'est 1 sur 2, Sacha, si c'est 1 sur 2, c'est clair que vu comment il se comporte, faut mieux séparer Di Maria, même s'il a peut-être plus de potentiel, mais parce que Di Maria, tu vois clairement qu'il y a une cassure avec le PSG, qu'il n'a plus envie d'être là. Pastore, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Ouais, puis il y a encore un autre truc, c'est que Pastore, dans l'équipe, aujourd'hui, dans l'équipe type, moi, ce mec-là, je ne sais même pas où le mettre. Sincèrement, je ne sais pas où le foutre. Moi, je ne le mets pas au milieu de terrain parce que moi, en tant que milieu de terrain, il ne me plaît pas. Sur le côté gauche, je n'ai pas l'impression que ce soit non plus il est un peu mieux, mais ça me semble pas être la solution absolue non plus. Donc il y a cette difficulté aussi de se dire Pastore, c'est un numéro 10, mais le PSG aujourd'hui, il joue pas forcément avec un numéro 10, donc il n'y a pas forcément de la place pour Pastore. Et ça c'est vraiment compliqué à gérer aussi pour Emery. Lloyd. Moi déjà Pastore, comme je dis, c'est les joueurs, c'est un peu comme Gourcuff. Même si c'est un talent différent, mais c'est des joueurs qui sont tellement blessés que pour parler de carrière et leur trouver une place, leur faire un jeu exprès, on sait que l'an dernier, Emery voulait le mettre en 10 justement et lui donner les clés pour qu'il conduise le PSG. Arrivé là, elle a tellement été blessée, ça joue aussi sur la saison d'Emery. Et on peut pas se fier sur un Pastore, on peut pas se dire aujourd'hui on va le mettre pour le reste de la saison. C'est ça, ouais. Même si on peut l'impression que tu peux pas lui faire confiance en fait, parce que son corps va te lâcher, parce que même ses performances, on aime Pastore quand il a ses fulgurances et tout, mais ses fulgurances, il les a pas à chaque match. Alors, faut peut-être aussi se dire que Pastore, c'était un artiste, mais qu'il n'a pas pu totalement se révéler au PSG et qu'il vaut peut-être mieux le laisser partir, effectivement. Surtout qu'on a recruté justement l'été dernier des joueurs qui peuvent le remplacer largement. Après, c'est clair que par contre, ce que tu dis là, en le comparant à Gourcuff, entre guillemets, il est quand même moins blessé parce que Gourcuff, c'est encore pire. Tu le sens qu'il est encore plus fragile. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on avait entendu de partout, que Unai Emery, c'est un joueur qui aime Pastore et il aurait tout fait pour s'appuyer sur lui. Alors, est-ce qu'à un moment où il a raté le train parce que par ses blessures, il est parti sur un autre fond de jeu, sur d'autres joueurs, ou est-ce que il s'est dit à un moment je peux pas m'appuyer sur lui comme tu disais parce que il est souvent blessé. Et je pense que c'est dommage parce que autant avec Laurent Blanc peut-être on pourrait dire le style de jeu, sa façon, il avait son 11 type et il voulait vraiment pas il n'y avait pas de place pour lui au milieu ou alors sur l'aile. Je pense que Emery, s'il avait vu que il pouvait compter sur lui à 200%, il l'aurait mis souvent titulaire. Malheureusement, l'année dernière, c'est une année où il a été souvent blessé et il n'a pas pu compter sur lui. Et puis d'autres joueurs sont passés devant lui.
ton avis sur Pastore, sur Javier Pastore, ben, je veux bien le retenir, mais pas à n'importe quel prix. J'estime que Pastore n'est pas fiable, que au-delà de ses techniques monstrueuses, c'est un joueur qui mérite beaucoup d'attention. Je ne suis pas sûr que le PSG d'aujourd'hui lui donne le temps d'attention qu'il réclame. Je ne suis pas sûr que le PSG soit à la solde de Pastore. Il faut pour moi arrêter cette hypocrisie de dire que Pastore, c'est comme si c'était un dieu. Pour moi, désolé, non, ce n'est pas un dieu du parc, ce n'est pas le dieu du PSG. Le PSG était fait avant Pastore, il continuera après Pastore, et il continuera après. Je pense qu'il faut arrêter cette hypocrisie de faire des hashtags sur Twitter, sur Instagram, des gens qui se mettent en déprime, qui prennent des gens qui veulent se mettre en arrêt de travail pour retenir Pastore. Je trouve ça un peu trop abusé et un peu trop too much. Tu dis ça pour Sacha? Non, mais les gens ont, non, mais les gens ont le droit d'aimer Pastore. Il y a une vraie histoire d'amour entre le parc et Pastore. Non, mais Sacha, excuse-moi, mais dis-moi si Pastore... Je crache pas dessus, hein. Au contraire, j'adore le joueur, humainement et professionnellement, il est nickel. Par contre, si c'était une légende, ok, ça peut... Tu vois, par contre, là, c'est un joueur qui, pour moi, n'a rien fait d'exceptionnel. Dites-moi si je me trompe. Oui, pour moi, c'est juste un joueur de futur. Voilà, il n'a rien fait d'exceptionnel. Et pour moi, Pastore a été autant une déception que Lucas a été une grosse déception. Là, les gens ils vont me cracher dessus, j'en suis sûr, mais voilà. Ouais, mais sauf qu'il raison, parce que tu peux pas dire ça. Honnêtement, il y a plus de talent quand même du côté de Pastore. Il y a une histoire d'amour qui s'est créée avec lui. Ça peut se comprendre. Tu sais, des fois, tu as des histoires d'amour qui se créent avec des joueurs. Tu sais pas pourquoi, c'est pas des joueurs que tu vas citer dans le top 10, et puis il y a une histoire d'amour qui se crée avec ces joueurs parce que tu trouves qu'ils jouent bien. Excuse-moi, l'histoire d'amour ne va pas te faire gagner des trophées, ni te faire gagner face à Madrid. Non, mais je te parle du côté des supporters, moi, Béchir, du côté des supporters. Voilà, il y a un attachement des fois avec certains joueurs qu'on va pas trouver formidables, et pourtant, on va aimer ces joueurs-là. Pastore fait partie des joueurs qui sont beaux à avoir joué, qui ont du talent. Voilà, il y en a qui idéalisent peut-être ce joueur, mais on peut pas non plus comparer avec Lucas, par exemple, c'est pas comparable. Honnêtement, il y a du talent de côté de Pastore, mais malheureusement, voilà, qui est gâché par toutes ces blessures. Tu peux être toute ta vie un joueur, on dit de toi que tu as du talent, exemple à Ben Arfa, mais réellement sur terrain, il y a rien. Concrètement, il y a rien. On n'a jamais vu un Pastore décisif, après, à part ceux qui vont me sortir. On l'a vu contre Chelsea, match aller, Chelsea, match retour. Ça se compte sur les doigts. À part ça, il n'y a rien. Mais à Barcelone, c'est lui qui met le but qui peut te qualifier. Non, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait non plus. Non, ce que tu peux lui reprocher, c'est pas son talent, c'est que c'est épisodiquement sur certains matchs et pas assez sur la régularité. Voilà ce qu'on peut lui reprocher. Mais par contre, sur le talent, je pense que y a rien à dire. Il y a du talent dans ce joueur-là. Toi, moi, je vais prendre l'exemple d'un joueur, par exemple, qui était adoré des supporters à l'époque. Et moi, j'en faisais partie. C'était Jérôme Alonso. C'était le remplaçant. Il a fait quoi, 1 ou 2 saisons titulaire, mais la plupart du temps, il était remplaçant. Mais ce mec-là, c'est parce que il avait un contact avec les supporters, une façon d'être sur le terrain, et que c'était peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais les supporters s'étaient attachés à lui. Et il y en a certains qui pouvaient dire, mais qu'est-ce que vous attachez à un gardien, c'est pas le meilleur gardien du monde, tout ça. Mais toi, il y a un certain attachement aussi des fois qui se fait sur des joueurs que tu dis lui il est pas formidable, et puis finalement tu t'accroches à ce genre-là. Et je pense qu'il y a certains supporters, c'est ce qui se passe, ils ont un attachement à lui parce qu'ils trouvent qu'il a un petit côté qui est technique qu'ils aiment chez lui, un côté magique, malheureusement qu'ils se voient pas assez sur la longévité. Tout à l'heure on tourne autour du pot. Ok, les gens ils l'aiment, tout le monde l'aime, mais concrètement sur terrain il offre rien. Je sais pas, qu'il se reconvertit en mascotte au parc. Non, pas rien quand même. Je trouve que rien, c'est dur quand même. Ce que tu rien, c'est pas non plus rien. Sur le terrain, il donne quoi? Il offre. Non, excuse-moi Xavier, mais non. Ouais, on attend beaucoup plus de lui. Je suis d'accord avec toi, mais de là dire rien. On attend beaucoup plus de lui. Plus que 5 ans même. Donc voilà, Ouais, peut-être que c'est le moment de dire stop. À un moment, dire on t'a laissé du temps, mais bon, on n'arrive pas à aller au bout de l'histoire. T'arrives pas à confirmer. Il vaut mieux que tu ailles te relancer dans un autre club, et peut-être dans un autre club, il réussira, comme c'est arrivé souvent. Vous voulez rajouter? Ouais. Et Xavier, ce qu'on dit, c'est que pas parce que Pastore a pas des stats de ouf, que l'amour des supporters du PSG envers ce joueur est un amour débile ou irrationnel. C'est un amour qui existe et qui est là.
Parfois, voilà, moi j'ai envie de comparer ça avec un amour de vacances, quoi. Tu sais que ça va pas forcément durer encore très longtemps, alors t'as envie d'en profiter, puis t'en bats les couilles, t'as même envie de lui dire à la meuf que tu l'aimes et tout, puis tu t'en fous, de toute façon, On sent le dans vécu 2 de semaines c'est Sacha. fini, quoi. Enfin, l'amour de vacances, c'était en 2017, bientôt 2018, Ouais, mais ça fait des longues qui a commencé en vacances. 2011, t'as les grandes vacances, toi. Des fois, t'as des vacances de 7 ans, hein, tu sais pas. Demande à Laurent Blanc, ça fait longtemps qu'il est en vacances. Et ça fait longtemps que tu l'aimes aussi, Sacha. Très longtemps. Mais c'est un autre sujet. L'histoire d'amour Sacha Laurent Blanc. Ouais, Ah, mais bon, moi j'arrive plus à suivre. Hein. L'histoire d'amour Sacha Aurier, Sacha Kurzawa, Sacha Laurent Blanc, enfin, j'arrive plus. Hein, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur Pastore, non Bonne chance en Russie ou en Italie. Et juste une question que je voulais poser à Lloyd, vu que c'est notre expert mercato. Combien vaut Pastore réellement aujourd'hui? On parle pas de 30 millions et de 35 millions parce que c'est voilà. Réellement, combien il vaut Javier Pastore? Si c'est en Europe, donc dans les pays Italie, Espagne, Angleterre, c'est entre 20 et 25. Après, si c'est la Russie et la Chine, on tourne entre 35 et 40. Ah ouais. Parce que la Russie a besoin de se reconstruire, on a perdu beaucoup de grands joueurs. Et la Chine, il continue à évoluer, à prendre des joueurs qui font évoluer leur image. Et les pistes concrètes en Europe, c'est... L'Inter Milan aujourd'hui est dessus en permanence. D'accord. Parce que c'est le premier directeur sportif, Sabatini. Il l'a ramené à Palerme et qui est aujourd'hui à l'Inter. Excuse-moi Lloyd de te couper, mais dis-moi la piste Zénith Saint-Pétersbourg avec Mancini et toute la communauté argentine qui est au Zénith, tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je pense pas qu'il ira là-bas, déjà parce qu'il n'a pas grand-chose à gagner à partir en Russie. S'il part dans un pays comme ça, il partira plus en Chine avec un énorme salaire que de rester. S'il reste en Europe, ce sera plus l'Italie ou l'Espagne. Il y a Séville qui était dessus, mais qui n'a pas l'argent nécessaire parce qu'il a un gros salaire. Après, l'Italie, l'Inter Milan est dessus en permanence. D'accord. La rumeur, je voulais y revenir aussi, j'en avais parlé avec toi Xavier. La Saladiara, qui pourrait signer même avant 2018, ça pourrait être la surprise. Voilà. T'as décidé de te prendre la tête avec moi ce soir, c'est ça? Donc, allez, je vais lancer le débat. La Saladiara au PSG. Qui est pour, qui est contre? Lloyd? Contre. Lloyd, il est Sacha? contre. 50-50. Mais les Suisses, quoi. Enfin, oui, mais sous condition, Terry, en fait. T'es pour ou contre Diarra? Alors, je suis pour. Et Xavier, t'es pour, c'est sûr. Pas du tout. Pourquoi? Je vais commencer par toi. Non, mais alors, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis pas anti la Sanadiara, bien au contraire. C'est un joueur qui a du potentiel, ce qu'on entend beaucoup. D'ailleurs, quand il est venu à Marseille, les 6 premiers mois, ça a été parfait. Au Real, il a fait la même chose où il a été bon pendant quelques saisons. Enfin, je dis quelques saisons, peut-être 1 an ou 2. C'est un peu le style Makelele. Moi, il me fait penser à ce joueur-là, toi. C'est un bon joueur qui peut apporter. Moi, le souci, c'est que j'ai plus peur, c'est sur son côté mentalité, où il va arriver, il a envie de jouer, puis bien à un moment, tu sais pas. À l'OM, c'est ce qui s'est passé, il a plus envie de jouer à un moment. Je sais pas si c'est vraiment s'il part vraiment dans la peau d'un titulaire ou. C'est pour ça que je mets oui sous condition. Parce que moi, sur son niveau de jeu, je vais dire franchement qu'il a envie de jouer, qu'il est à 100%. À un moment, il a tenu Marseille à bout de bras pendant 6 mois. Donc, c'est un super milieu de terrain, je suis d'accord. Après, à un moment, quand il a plus envie de jouer, tu vois, malheureusement, l'image qu'il a, c'est l'image d'un mercenaire. Quoi. Il vient, il joue un petit peu, il s'en va, il repart ailleurs, il revient. C'est la mission qu'il aura au PSG. Et ce qui fait peur. La mission qu'il aura au PSG, c'est de faire 6 mois et puis se casser le temps que nous on ramène un 6 l'été prochain. Maintenant, ça tient aussi dans les flops. Tout à l'heure, je ne l'ai pas cité du PSG, ou Blaise Matuidi, quand même. Toi, tu parlais tout à l'heure et ça, je vais encore citer Dimeco quand il l'a dit dans le Moscato. Quelque chose sur le débat sur Pastore, je suis entièrement d'accord avec lui. Il est pas joli, comme il disait dans les Guignols en faisant Leonardo. Il est pas joli, Matuidi, c'est pas un joueur technique, mais on se rend compte qu'il manque peut-être un joueur de ce style-là parce que le mec,
Il a été à 200% pour le club. Il s'est défoncé tout le temps sur le terrain. Voilà, il ne faisait pas des super crochets, des super gestes, mais c'était un joueur énorme au milieu de terrain. Et on se rend compte que maintenant, il manque peut-être un milieu de terrain au style Matuidi. Et peut-être que, Lassana Diarra, comme tu dis, il peut apporter en venant au milieu de terrain du PSG, soit en remplaçant, en rentrant de temps en temps ou en étant titulaire, j'en sais rien. Voilà, sur le site de jeu, j'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est beaucoup d'incertitudes quand même. Tu te demandes lequel va arriver. Surtout, est-ce qu'on sait ce qu'il a fait depuis qu'il est parti de l'OM? On ne sait pas trop. Ouais, 2 matchs. Al Jazeera. Il a joué à Al Jazeera. Et ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Non. Tu m'as fait rêver là. Non, mais juste pour revenir sur ce que tu as dit, là, tu n'es pas dans le contre. Moi j'avais peur que tu me dises il est passé par Marseille, donc non, il viendra pas chez nous, il vient pas chez nous. Voilà. Non, j'avais peur que tu partes. Tu m'as pris pour ça. J'avais peur que tu partes de ce délire-là. mais là, je pense que si un mec va venir, il va signer, il sait pourquoi il va signer, il sait. Moi, Béchir, là, tu m'as déçu parce que tu m'as pris vraiment pour le supporter de base. Tu devrais me connaître. Non, mais je plaisante. Non, je suis assez d'accord avec Xavier sur ce coup. C'est pas tous les Ce que je veux dire, c'est que, honnêtement, quand moi, tu me connais un petit peu maintenant, ça fait 2-3 mois qu'on fait des émissions ensemble. Il y en a qui me connaissent d'un peu plus longtemps. Quand je donne un avis, c'est que j'essaie de peser pour le pour et le contre sans être dans le contre bêtement. Le fait qu'il soit passé à Marseille, je vais pas dire il est passé par Marseille, il a rien à faire au PSG parce qu'il y en a eu plein des passages de Paris à Marseille. Même si le fait qu'il soit passé par Marseille récemment, t'as pas tort, me plaît pas spécialement. Mais bon, c'est un autre débat parce que franchement, même s'il a fait 2-3 ans à Marseille et qu'il arrive à Paris, qu'il est au top niveau. Il va avoir du mal à se faire accepter peut-être au départ. Et puis si le niveau est bon, toi, tu te fais accepter. Il y a une façon de faire. Il y en a plein qui sont passés de Paris à Marseille. Et puis une fois que le niveau a été bon, les mecs, ils ont été acceptés, même s'ils étaient rejetés au début. Moi, c'est plus sur son niveau de jeu, sur l'idée de prendre Lassana Diarra. Est-ce qu'il n'y a pas de meilleure idée que faire ça? Voilà, et puis surtout, la question, c'est Lassana Diarra, d'accord, mais pourquoi faire finalement? Parce qu'il a... Oui, mais milieu de terrain, tu as Draxler, Verratti, Rabiot, Lo Celso, Mota. À l'heure actuelle, tu as encore Pastore. Ouais, mais Sacha, tu sais pourquoi? Parce qu'il cherche un milieu de terrain. Comme je disais tout à l'heure, il se rend compte qu'il manque quelqu'un, genre Matuidi, et que c'est un spécialiste du poste, alors que peut-être que les joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui sont là des fois pour rendre service plus qu'être à leur poste naturel. Ouais, du coup, moi, ce qui m'embête, ce que je voulais dire par là, c'est que ça m'embêterait quand même pas mal de voir Diarra jouer à la place de Lo Celso, par exemple. Bon. Parce que s'il y a bien un joueur qui te donne un peu de plaisir et qui est vraiment bon au milieu de terrain, c'est bien lui. Et ce recrutement, s'il se fait, j'ai dit que j'étais pour sous condition. Ça, c'est une des conditions qui m'enchante pas des masses, à vrai dire. Et je me demande simplement pourquoi est-ce que... Juste pourquoi. Pourquoi Diarra? Parce qu'il va jamais. Il va. Oui. Ouais, mais il demande une grosse prime. C'est pas dans le fair play financier, donc on peut. Il faut. Non, mais même, il vient pour une somme d'argent assez conséquente. Il a un gros salaire. Il a joué 5 matchs en 1 an et demi. Physiquement, il a eu des blessures quand même assez récurrentes. En gros, là, on repart sur un pari, mais d'un pari de 33 ans. Je dis que s'il le faut revenir, c'est qu'il y a une raison. Et que faut juste. Et en plus, si c'est pour jouer Angers, Guingamp et avec tout mon respect pour ces clubs-là, ça me dérange pas. Tu vois, c'est au contraire, faut y penser comme ça. Il va pas. Oui, mais s'il part 6ème dans la hiérarchie, ça dérange personne. Ça dérange personne parce qu'il le sait, il a signé pour ça. S'il part 6ème. Il a signé pour ça. Mais faut que ce soit clair dès le début avec lui, ouais, sinon, je pense pas qu'il est effectivement, tu vas avoir des emmerdes. Et en plus, je pense pas qu'il est con. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, Béchir. Il peut aussi apporter. Après, ce que j'ai envie de te dire, Béchir, là, on parle de Diarra. Tu sais, quand je vois Fellaini qui est annoncé, je suis pas sûr que ce soit une meilleure recrue non plus. Tu vois, donc voilà. De toute façon, on va pas se mentir. Avec Lloyd, on a souvent parlé là du mercato d'hiver. C'est ce que je te disais, Lloyd, de l'autre fois. On en parlait dans l'émission, c'est que mercato d'hiver, c'est très rare que tu fasses des super bonnes affaires. Quoi. C'est des joueurs qui jouent pas ou des joueurs qui ont envie de se relancer. Donc là, au mercato d'hiver, faut pas s'attendre à des miracles. Après, toi, ce que tu dis, Béchir, en plus de pour jouer contre Amiens, Guingamp, Angers,
Ouais, ben enfin, est-ce qu'avec l'effectif actuel, ils n'ont pas assez de joueurs? Moi, je pense que s'ils font venir Diarra, je pense qu'il va être quasiment pour venir titulaire. Ça m'étonnerait qu'il vienne pour être 3e ou 4e joueur Excuse-moi, dans mais l'équipe. comme Je je l'ai serais dit, surpris. je crois à Thierry, hier, on l'a discuté avec Thierry. Mais si le mec venait d'un grand club, s'il venait du Real par exemple, ok, d'accord. Le mec il vient du Real Madrid, le mec il vient d'Al Jazeera. D'accord, donc il va pas déjà dire ouais je veux titulaire, je sais pas quoi, tu vois. Donc déjà les 6 mois, ces 6 premiers mois, même s'il vient pour être titulaire, il sera pas titulaire. Tu vois, même s'il va dans un club moins grand que le PSG, il sera pas directement titulaire. Donc ça faut le comprendre. Diarra, ça fait longtemps qu'il a pas joué, il vient d'un petit club, voilà. Et donc je pense pas que ça causera un problème, non. Mais quand il vient à l'OM, qui passe titulaire indiscutable, et puis presque on en parle en équipe de France, il vient d'où? Il vient de Russie, je crois. Hein. Il vient du Il n'y a Lokomotiv. pas d'un très grand club non plus. Makhachenkala, je crois, non. Non, Ah, Lokomotiv le Moscou. Et il jouait pas depuis un Ouais, an. mais on peut pas comparer Il me la semble. situation de l'OM à celle du PSG. Après, Oui. après 6 mois, Diarra, il a le niveau pour être titulaire. Moi, ça me dérange pas. Hein. Tu vois, s'il peut avoir une place. Après, comme tu dis, peut-être que ça va être un arrangement. Tu viens quand il y a une blessure au milieu de terrain, bah, c'est le 4e joueur. Peut-être, ouais, bah, ça peut servir s'il est à son niveau, comme tu dis. Après, Sans compter la polyvalence de Lassana Diarra qui peut jouer latéral, c'est quand même utile, je trouve, le recrutement Lassana Diarra. Et puis, qui puisse dire, ça peut être un modèle pour les jeunes Français du centre de formation. Ah bah là tu vas mettre de l'eau au moulin à Sacha. C'est peut-être pour prévoir qu'il n'y aura plus que Berchiche, que Kurzawa s'en va et que tu mets Diarra à la place. Et alors là, il va être 100% pour. Alors, pas du tout. alors, pas du tout. Je préfère encore voir Kurzawa. non, mais après, il y a Fellaini aussi. Mais en tout cas, quand on voit les noms qui sont aujourd'hui sur les tablettes du PSG, on comprend déjà qu'on n'a pas le choix, qu'il faut ramener un joueur bas de gamme. Quoi. On peut pas faire mieux que ça. Ça sera soit Fellaini, soit Diarra. Quand tu penses qu'en début de saison, tu pouvais avoir Banega pour 3 fois rien. Bah, c'est comme ça, c'est des choix qui ont été faits. Maintenant, il y a les conséquences. Mais après, Diarra, c'est pas si mal du tout. Enfin, vous verrez. D'ici 2 mois, enfin, s'il signe, hein. Vous verrez. Enfin, moi, j'ai confiance. Ouais, Lloyd. Après, il y a aussi la piste Biglia. Je pense que Biglia, bon, il est plus jeune. 2000 ans. Et il est pas très cher. Et c'est quand même un joueur qui a joué depuis le début de saison, qui a eu des matchs constants. Il joue avec l'Argentine, donc il aurait pas trop de mal à s'adapter au PSG. Et il joue en sentinelle. Il y a le problème du PSG, comme je te dis depuis quelques temps, je l'ai entendu l'autre fois aussi sur RMC, ils en parlaient, c'est que bah, tu dois vendre avant de pouvoir acheter. Tu vois, l'avantage, comme disait Béchir, c'est que Diarra, bah, tu le prends, mais tu payes pas un transfert. Alors que si tu dois prendre quelqu'un, payer un transfert, bah, il faut que tu vendes obligatoirement avant, parce que au niveau du fair play financier, sinon ils vont pas te rater. On n'a pas le choix. Même si si le salaire, je crois que ça rentre dedans aussi, hein, dans le fair play financier de toute façon. En tout cas, il n'aura pas le salaire de Di Maria. Non, c'est sûr. Bon, pour conclure, qu'avez-vous pensé, qu'avez-vous retenu de cette saison du 2017, cette année 2017 plutôt? Est-ce que, et on l'avait posé tout à l'heure la question à Jean-Louis Tour, est-ce que c'est la pire année de l'ère Qatari? Avec la perte du titre, la remontada, le recrutement raté. Oui, alors donc, le bilan de cette saison, j'ai entendu que c'était la pire saison sous QSI. Je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que au niveau des résultats bruts, c'est vrai que t'as cette déception contre le Barça. Tu gagnes pas le titre contre Monaco, mais contre quel Monaco? C'est un Monaco qui est stratosphérique, qui est exceptionnel. Et encore une fois, on s'est tous demandé comment ils faisaient pour tenir l'allure, parce que Paris fait une deuxième partie de saison qui est quasiment parfaite. Même si on oublie que la première saison de Paris, justement, Monaco. La première partie de saison, c'est là où tu perds le titre. Ouais, c'est là où tu perds énormément de points qu'ils n'auraient pas dû perdre. Voilà. C'est là où tu perds le titre. Après, moi, franchement, cette saison, elle m'a beaucoup plus excité que les saisons d'avant avec l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, parce que j'ai pris sur ces gros matchs beaucoup plus de plaisir. Le match aller contre le Barça, la finale finale de Coupe de la Ligue contre Monaco. Donc je pense que c'était vraiment une saison de transition, c'est-à-dire que
il y a eu beaucoup de promesses et voilà. Simplement, ces promesses, maintenant, faut qu'elles soient tenues en 2018 avec, on l'espère, un PSG qui aura appris de ses erreurs et peut-être, hein, faut toujours utiliser de conditionnel, mais peut-être que cette saison dernière était nécessaire pour voir le PSG grandir. Mais ça, évidemment, c'est des questions auxquelles on aura les réponses que dans plusieurs mois. Mais la saison et demie qui vient de s'écouler, moi, j'ai pas trouvé que c'était la pire et je pense qu'il y a beaucoup de trucs à retenir et en tout cas, je suis très optimiste maintenant pour la suite des événements. Prochaine étape, Madrid. Xavier. Bah si, je pense que c'est la pire. Je vais prendre un exemple là, qui m'est venu à l'esprit là. Vite tranché, bim. C'est comme si ta femme, ça va pas avec ta femme depuis 5-6 ans. Et puis un jour tu rentres, tu vois qu'elle est chez ton voisin, voilà, sur son lit. Et donc tu te dis, bah alors là je suis dans la merde. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé avec le PSG l'année dernière. Ben t'as un match qui se passe, et puis tu dis, 4-0 à l'aller, on va passer, ouais, c'est super, tout. Et puis tu te fais éclater au retour, et la remontada, tu vois, c'est la saison qui te pourrit tout, tu vois. C'est ce que je voulais dire par rapport à ton couple, il va mal avec ta femme, tu essaies de rattraper les morceaux, tout. Et puis quand elle se barre, tu te dis, ah bah alors là, j'ai compris, elle veut plus de moi. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé. La saison aurait pu être très bonne, parce que tu passes là contre le Barça. Et ben ça se trouve, tu perds le titre, mais tu fais un bon parcours en Coupe d'Europe, bah les gens oublient. Et quand tu tapes ce match-là où tu gagnes 4-0 à l'aller, que tu prends 6-1 hors retour, que tu prends 3 buts en 7 minutes, quelque chose comme ça, que c'est arrivé à aucune équipe que le PSG qui est capable du meilleur comme du pire. Non, malheureusement, ça ternit toute la saison. En plus de perdre le titre, ce qui peut, comme dit Sacha, ça peut arriver sur une saison exceptionnelle. Montpellier, par exemple, l'année où il est champion face au PSG, Montpellier fait une saison énorme aussi. Ils font, je crois, 82 points, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, mais le problème, c'est le timing, parce que l'année où on perd le titre contre Montpellier, tu peux dire, ouais, le PSG, bon, c'est au début de l'ère Qatari. Là, tu es quand même à une époque où le club était affirmé, que les ambitions sont affirmées clairement. Et puis, il y a ce coup-là qui tu mets un coup derrière la tête dans la saison. Après, l'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont été capables de s'en relever, par exemple, pour finir sur une belle finale de Coupe de la Ligue. Mais bon, est-ce que ça fait oublier cette piteuse élimination? Non, malheureusement. Et on voit encore dans l'équipe actuelle, tu vois, face au Bayern, par exemple, tu sens que c'est encore dans les têtes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est t'abordes le Real PSG, t'es pas sûr que c'est effacé des têtes et que psychologiquement, il suffit que tu prennes 1 ou 2 buts en début de match et tu te demandes si la remontada, tu peux pas le revivre différemment dans un autre match. Et voilà, t'as peur parce que psychologiquement, ça a touché tout le club, des joueurs aux supporters, et ça fait peur, quoi. Moi honnêtement, là, t'abordes un Real PSG, je suis pas sûr à 200% de l'état psychologique, parce que t'as été touché par ce match-là. Il a beaucoup d'impact, plus qu'on ne croit, ce match-là. Plus que la perte du titre, peut-être, parce que la perte du titre, toi, derrière, tu refais une bonne saison, t'es sérieux, tu regagnes le titre. Une élimination comme ça en Coupe d'Europe, comme un gros, comment ça s'est passé, et ça peut te faire peur. Lloyd. Moi, je pense que c'est la pire saison, parce que déjà, tu perds le titre, tu perds en Ligue des Champions en 8e de finale, ça faisait, depuis l'RQSI, c'est arrivé, je crois, qu'une seule fois. Ouais, mais après, tu perds contre le Barça, tu te fais pas éliminer contre Shakhtar. Oui, mais on perd contre un Barça qui est faible. Ouais, mais on perd contre un Barça. Ouais, mais et on perd contre un Barça qui est faible. Non, mais on perd contre Neymar et contre Messi, on perd. Tu perds pas contre Berdiok et puis Steiner, quoi. Mais excuse-moi de te couper, mais tu perds en prenant 6 buts. C'est sûr. Là, on n'a pas perdu 3-1, 2-1, 1-0, 2-0, je sais pas. On a pris 6 buts alors qu'on menait de 4. T'écroules complètement, puis qu'il y a des trucs qui sont complètement. Ouais, mais l'impact de l'élimination, elle est énorme, l'impact de cette élimination. L'impact est énorme, mais l'élimination en elle-même, c'est un truc qui est même pas. Qui doit même pas arriver, qui est même pas réel, quoi.
t'es tranquille à 3 minutes de la fin, et puis là, t'as 3 coups de butoir, et donc c'est... Bah non, toi t'étais tranquille. Il Non, mais était pas, attends, les personne en joueurs. n'était 7ème, avant le tranquille. coup franc de Neymar, tout le monde était tranquille, on regardait le match, on avait la bière, et tranquille. Limite, on parlait de ce qu'allait se passer Bah ouais. le lendemain au boulot. Oui, quoi. mais c'est ça. Mais je comprends là ce que tu viens de dire. T'avais la bière. En fin de compte, toi, tu crois que le match s'est arrêté à 3-1. C'est pour ça que tu dis que c'est pas Non. si grave que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as Non, un mais je retournement comprends de ce que tu veux situation dire, qui est ouf, mais que tu passes d'assurance tout risque à assurance tout risque, quoi. C'est assurance touriste à assurance tout risque, donc ouais, c'est... Non, c'est Après, il énorme. faut oublier que le Barça, ils Ouais. perdent au match d'après contre la Juventus. C'est pas le grand Barça des années précédentes. Puis, il faut voir aussi qu'on n'a pas battu de gros, même dans le championnat de France, on perd contre Monaco, on perd contre Nice, contre Lyon, on perd. On a eu des gros problèmes contre les grosses équipes. On n'a pas perdu la saison dernière contre Lyon. C'est la saison d'avant alors. C'est la saison d'avant, ouais. Avec D'accord. l'ancien Je sais qu'on a entraîneur perdu du... Monaco et Nice, ça oui. Ouais. Laurent Blanc, on s'amuse. Non, mais en plus, globalement, je suis pas en désaccord avec vous. Moi, c'est juste sur les nuances. Je reviens juste sur quelques nuances, quoi. Alors Thierry, pour moi, ce n'est pas pour conclure. la pire saison du PSG version QSI. Je pense que l'élimination en Europa League avec Salzbourg, avec tous ces clubs-là, quand on perd le titre contre Montpellier, je trouve que c'est une des pires à égalité, franchement. Même si la remontada et le cauchemar que ça a suivi pour nous, supporters comme joueurs et toute instance du club, a été terrible et encore présente. Maintenant, quand il y a un match à 2-1 ou 3-1, bah, tu prends peur parce que tu te dis qu'on maintenant on n'est plus à l'abri d'une raclée monumentale. C'est pour être grossier, excusez-moi. Je pense que j'espère que cette saison on saura tenir les leçons du passé et qu'on pourrait avoir aspiré encore un beau parcours européen du PSG, quoi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, Non, non. non, tout est dit. Hein, et, je suis d'accord avec lui, mais je pense que l'impact de ce match-là, on s'en rendra compte que c'est important. On l'a encore vu avec le match face au Bayern. J'espère que voilà, ça sera, on va pas revivre la même chose, mais que psychologiquement, tu sens que dès que ça tourne dans le mauvais sens, ça peut vite aller mal. Et, moi, c'est ça le truc. Après, je suis d'accord avec Thierry sur ce qu'il dit. C'est quand tu perds le titre face à Montpellier, c'est peut-être même pire que face à Monaco. Après, c'est le début d'un projet. Et après, l'élimination en Europa League, comme il dit, oui, c'est encore plus piteux. Mais plus personne n'en parle de ça. Tout le monde a oublié. Le Barça PSG, personne n'a oublié, personne n'oubliera jamais. Que ce soit les anti-parisiens comme les supporters parisiens, personne n'oublie. Maintenant, comme on disait tout à l'heure dans l'émission avec Jean-Louis Tour, c'est que c'est clair, que c'est là, t'as envie que le PSG tape un grand coup en disant on est là, voilà, t'es guéri, on a fait un grand match, on sort le double tenant du titre. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? C'est ce que tout le monde se pose. Personne ne sait si ça va se faire. Alors, on va voir sur ces deux matchs-là face au Real. Et c'est clair que c'est excitant ce match face au Real parce que c'est ces gros matchs. Le PSG, il a été là dans les mauvais moments comme dans les très bons. Il y a eu des matchs qui ont marqué l'histoire dans les mauvais comme dans les bons moments. Et là, le PSG, qui a fait des grands coups en Europe, on attend qu'il fasse un gros coup face au Real. Est-ce que ça va être fait? C'est autre chose parce que ça va pas être évident. Et je voulais aussi réagir à ce que certains ont dit. C'est pas une bonne nouvelle la défaite face au Barça parce que maintenant ils vont se concentrer sur la Coupe d'Europe. Je crois sur tout le monde. Ça m'étonnerait que le Real, même avec 15 points d'avance en championnat, ils arrivent en huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG et disent bon allez, on fait un petit match amical, on va jouer la baballe avec Neymar et Mbappé et Cavani. Non. De toute façon, ils auraient pris le match aussi sérieusement. Le seul souci, c'est que là, vu comment c'est, ils ont quasiment pas le droit à l'erreur. Et parce que alors, si tu perds le titre et t'es éliminé en huitième, là, c'est la crise. Mais à mon avis, de toute façon, quelles que soient les circonstances, il faut que Paris fasse un grand match et pour passer, tout simplement. Mais il faut pas croire que parce que
il y a la défaite face au Barça, que le titre est soi-disant perdu, que ça change beaucoup. Ça change rien parce que de toute façon, il aurait fallu faire un grand match pour sortir cette équipe de la Coupe d'Europe. Et il va falloir montrer psychologiquement de grandes forces et rentrer dedans tout en montrant du beau jeu parce que le Real, c'est pas n'importe qui arrive face au PSG, ça c'est clair. En plus, le Real, c'est aller-retour. Ça ajoute encore une difficulté supplémentaire. Hein. Ouais, alors, le retour est au parc. Donc c'est toujours... c'est mieux. Bon, enfin bref. Merci. Juste, entre parenthèses, hein, pour terminer, pour faire un peu mon chieur, je veux faire chier Lloyd. On est à quoi le jeudi? On a 3 jours de la fin d'année. Emery, a priori, sera là à la rentrée. Le lundi, je crois, le lundi 1er ou le 2. Non, je pense tu vas prendre cher, Lloyd. Le 2, ah ouais. le 2, je pense qu'Emery va aller regagner le camp des loges. Une réaction, Lloyd, déçu peut-être. Personnellement, je pense qu'on n'a pas bien géré la situation parce que moi je l'ai vu au Bayern. C'est dès qu'on a encore la remontada, tout le monde en parle. Et on a Carlo Ancelotti qui est libre, qui est un entraîneur qui est quand même ultra reconnu. Et je pense qu'il fallait faire le ménage avant de reprendre une erreur. Qu'est-ce qui a... Ouais. Alors que tu étais sûr, quasiment pour Antonio Conte, voire pour Carlo Ancelotti, qu'est-ce qui a fait que ça ne se fasse pas comme ça les gens comprennent? Parce qu'il te dit, le mec, il nous prend pour des cons, là, clairement. Il y a 3 semaines... Il a repris le vestiaire un peu en main. Déjà, il a repris le vestiaire en main. Il a récupéré Dani Alves, Neymar. Il a réussi à récupérer Neymar, parce qu'on sait que c'est Neymar aujourd'hui qui gère à peu près le vestiaire. Il a récupéré même Thiago Silva. Il a réussi à instaurer ce qu'il voulait au milieu, même si ça vient de la blessure de Mota. Il a réussi à mettre Rabiot en 6, lui faire comprendre que c'était lui le patron. Il s'est un peu plus imposé sur les derniers matchs qu'avant. Dans le reste de la saison, il n'avait pas réussi à s'imposer autant que là sur les dernières semaines, derniers mois. D'accord. En tout cas, pour conclure, je tiens personnellement à vous remercier tous. En commençant par Xavier, Lloyd, Sacha, Terry, d'avoir été là durant les 10 premiers épisodes. Sans vous, cette émission, c'est rien. Donc, bravo à vous, bravo à nous. Moi, je voudrais dire un mot avant que tu conclues. Merci. Déjà, je te remercie, toi, d'avoir fait cette équipe où on fait des émissions, où on s'amuse tous. Et moi, de refaire de la radio, ça faisait 2 ans que j'en faisais plus. Et tu me fais revivre ma passion, donc je te remercie. Je remercie toute l'équipe qui est présente ce soir. Et je voudrais aussi, juste pour finir l'année négativement, parce que on est français ou pas, hein, on aime critiquer. Je voudrais remercier Didier Quillot qui, grâce à lui, soi-disant, en France, on sait gérer les déplacements de supporters. Encore une fois, j'ai vu une vidéo de l'Association nationale des supporters qui fait une vidéo où on répertorie toutes les interdictions de déplacement, tribunes fermées, etc. À la limite, si tu veux la mettre sur la page Facebook de l'émission, tu pourras si tu veux, enfin de la radio. Et on verra qu'on nous prend un peu pour des guignols des fois. Mais il y en a qui ont une bonne mémoire et qui aiment bien rappeler. Moi, j'aime bien rappeler sur Twitter ou à longueur d'émission qu'on soude toi. Faut le signaler. Donc, on ne sait pas organiser les déplacements de supporters en France. Oui, il y a encore des tribunes fermées, des interdictions de déplacement en France. Et donc, voilà, vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse sur la page Facebook de la radio. Et à un moment, j'espère qu'en 2018, certains vont changer un peu leur fusil d'épaule. À bon entendeur, salut. On l'espère. on l'espère en tout cas. Merci Xavier Coulant, merci Sacha Roulin, Lloyd Duchâteau et Thierry Lacmi. Merci beaucoup les amis. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine, en 2018, jeudi prochain. Voilà. Merci à vous en tout cas, merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Tout ce que je peux dire en ce moment, c'est que sans vous aussi les auditeurs, nous, l'émission ne marcherait pas et qu'on va aller essayer d'être meilleurs en tout cas au fur et à mesure. Je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne highs and lows. Thank God I remain okay, y'all cannot prove. Damn how glasses drive me insane and I'm amazed. When high,
Think about how lucky I am to wake up in a country full of bombings, killings. None of them I got no fucking problems. Glad you never try to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I found the enemies of the fucking niggas way too strong. And I get those diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. And every time I see the beauty, be the day coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yacht. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yacht. Yes, I will survive.